Allez. Bon. Une, Dos, tres, cuatro, clap. Alors, donc c'est le texte de Quentin que je n'ai pas lu avant, donc je l'ai découvert en même temps que vous. Il s'appelle les 3A. 3A pour ancestralité, apocalypse, avenir. Et c'est sous-titré Une sécularisation du concept de progrès. Il a mis une citation de Adorno dans les notes sur Beckett qui dit « Ce qu'il y a d'énigmatique dans l'esprit objectif et sa physionomie, les situations disent quelque chose, mais quoi ?» Allons-y. Toujours, il y a la sollicitation et sa réponse. Rapide, créatrice et créative, une respiration. Le cerveau doit lui-même sentir cette délicieuse ouverture d'un afflux de sang qui l'irrigue, et l'explosion. Point de déflagration d'une idée. L'irrigation du cerveau catalyse cette monstruosité que sont les mots dans un arsenal extrêmement complexe, afin d'en chercher les ramifications, les syntaxes, les grammaires, et enfin un titre. Ancestralité, apocalypse, avenir. Cette légère mise en scène hémoglobinique trouve son point de départ à travers une discussion avec Blaise autour d'un café. La charge était placée, comme à son habitude, mailloticienne. Blaise a connecté la mèche. Avant d'appuyer sur le détonateur, notre discussion s'est poursuivie le long du boulevard Saint-Michel. Nos voix, en compagnie de nos corps, côte à côte, ont fini par se séparer. Or, ce n'est pas sans oublier le grand et délicieux carrefour fantomatique. Apercevons-y le cimetière où l'écriture prend sa revanche sur l'immédiateté de la voix, le cimetière de l'application WhatsApp. Une question. As-tu un titre ? La détonation venait de se déclencher. Boum ! Le sang, les artères irriguent le cerveau. Le titre surgit au croisement de l'expérience du métro. Les 3A, ancestralité, apocalypse, avenir. L'origine d'un titre est celui du dévoilement d'une tête. Essayons en conséquence par le texte de lui faire une couture cohérente qui supportera son corps. Afin d'expliquer mon titre, il y a tout d'abord la reconnaissance par le clin d'œil à mon maître d'anthropologie qui a aiguisé certaines de mes armes, Tim Ingold, dont lui aussi a intitulé un de ses ouvrages Les 4A, Anthropologie, archéologie, art, architecture. Ouvrage dans lequel il survole, tel un oiseau, les paysages, en insistant sur les confluences de ces 4 disciplines. Le second apport est celui d'essayer d'apaiser les inflations, les angoisses et inquiétudes au moment du temps de la catastrophe comme normalisation d'une esthétique transcendantale nécessaire, vecteur ou libido de la production de pensée. La multiplication des discours sur l'ancestralité comme historique afin de comprendre à partir de quand ça a commencé à déconner, comme si la rupture était de mise. L'apocalypse comme temps présent induisant 2 conséquences. La culpabilité, et dont le soubassement nihiliste et pathétique d'une fonction dostoïevskienne, épaissit et électrise dans un mouvement stérile le fog dans lequel nous vivons, la culpabilité, et l'injonction au faire sans trop savoir vers où, dans l'optique d'un sauvetage qui requiert elle aussi désormais, il me semble, le stoïcisme, afin de sortir brillamment de cette tension qui enclôt l'acte inutile du faire lui-même. Quant à l'avenir, je ne l'envisage qu'au prisme de l'orientation portée par le désir d'un monde meilleur et d'une radicalité résolue dans le transcendantal de nos individualités. Bref, on ne le voit peut-être pas encore tout à fait, mais cela traite principalement d'une phénoménologie matérialiste et libidinale de la réflexivité. Mais plutôt que d'asseoir des injonctions qui condamnent, je me propose, accompagné du concept de progrès, de m'interroger, non pas sur le reflet des 3 instances temporelles que sont l'ancestral, l'apocalypse et l'avenir, mais plutôt de polir comme les verriers d'un miroir que lorsque se pose l'œil et sa pulsion renvoie une réflexivité agissante qui, dans sa déformation, révèle les constructions d'une image du temps, d'un récit et d'une histoire du progrès comme agent de notre anthropologie. Alors, premier point, la construction du pôle de l'ancestralité. Construction qui passe entre la continuité et la discontinuité de l'historial et de ses référents. Donc je vous propose de commencer par une petite histoire qui nous a été racontée lorsque nous étions plus jeunes, celle d'Homo.
J'insisterai en particulier sur le moment déterminant de sa singularité, qui est celle donc de la domestication du feu. Cet événement métamorphique si particulier que les paléoanthropologues feraient remonter à 1,7 million d'années, cet événement marque le tournant de l'anthropologisation de Homo. Cet événement serait le punctum originel de ce qui serait l'anthropos dans l'Homo. Punctum unique, mais qui serait déjà marqué lors de son tracé d'une schise. L'ouverture d'une irrésolution dans l'un du punctum originel, cette béance irréconciliable d'un événement irréductible, produit des variations qu'on pourrait dire originelles d'un pseudo-dénominateur commun en direction de l'explication de la particularité de l'humain. Que l'on prenne le mythe de Prométhée, d'Épiméthée, de ses conséquences philosophiques dans le Protagoras de Platon, ou alors le bienheureux hasard de la foudre dans le livre 5 du De Rerum Natura, je cite, « Sachez que c'est la foudre qui a apporté le feu sur la terre, qu'elle est le foyer primitif de toutes les flammes dont nous jouissons. » Donc le point de départ de cette particularité de l'introduction de l'histoire au sein de notre animalité est celle d'un temps événementiel. Soit un cadeau d'un dieu voleur pour les hommes, soit une cause naturelle bienheureuse qui, dans le maintien de sa finalité bienheureuse, trouve son aboutissement dans le développement de capacités de la raison à l'ingéniosité pour garder le feu vivant, vivace, actif. Et c'est ce que Homo apprend en devenant anthropos. C'est la prise en considération des formes de vie et de son action en vue de temporalité étrange, temps présent dans son action insaisissable, dans son abstraction. La domestication du feu est le moment du déploiement de ce champ transcendantal, du champ transcendantal. Cette origine polyvoque est inscrite, donc un mot là, cette origine polyvoque inscrit le rance de l'obsession de l'origine, l'ancestralité est au-delà de l'historique. Son ahistoricité, son absence d'historicité, est celle de praxis éminemment déconnectée des champs de la nécessité de la survie. Elle s'inscrit au mieux dans une poétique intime. Je citais Baudelaire. Le peuple est adorateur né du feu, feu d'artifice, incendie, incendiaire. Si l'on suppose un adorateur né du feu, un Parsis né, on peut en créer une nouvelle. Cette histoire qui a introduit une texture membranaire signée du nom d'anthropos dans Homo ouvre une topographie qui le jette dans une ontologie de la puissance. Cette ontologie de la puissance, ou pour mieux dire cette puissance, est libérée lorsque cette prothèse s'embranche vers un régime d'exception à proprement parler anthropologique, qui est à la fois celui de l'outil, de l'usage et d'une faculté qui est celle de la domestication. Où est-ce que je veux en venir ? Eh bien, c'est ici que nous pouvons identifier le site sur lequel se produit le saut qualitatif qui marque la fin d'une origine et d'une causalité univoque à cause de la rupture du point d'origine entre l'ancestralité, l'histoire des techniques et l'anthropologisation de l'homme porté. Les deux dernières, histoire des techniques et anthropologisation de l'homme, trouvent leur justification au travers du progrès comme champ pratique qui accueille le transcendantal et sa propre vérité, tout en contenant dans son épaisseur la puissance. En cela, le progrès a été couplé au grand mythe de la technique, ou du moins de la traduction du logos dans le réceptacle de la puissance que porte la techné. En complément du matérialisme historique, l'ouverture faite par la sécularisation permet de penser une topique de l'inscription polyvoque et polyforme de la technologie à l'intérieur de la représentation particulière, dans la représentation particulière au sein du mariage avec le temps, signant ensemble le nom de progrès. Je vais relire cette phrase. En complément du matérialisme historique. Non mais, ouais, peut-être que sinon on pourrait faire un commentaire de... Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être explicitées. Même le mythe de Prométhée, par exemple, je ne sais pas si tout le monde voit à quoi ça fait. On propose d'aller au bout de la... Ouais, je pense que tu lis ton texte de Il Quentin. reste une page encore. Tu finis le texte de Quentin et après, si on avait été affecté, ben... Voilà, c'est ça. Ouais. C'est une expérience poétique, je pense. Ouais.
Et donc, en complément du matérialisme historique, l'ouverture faite par la sécularisation permet de penser une topique de l'inscription polyvoque et polyforme de la technologie dans la représentation particulière au sein du mariage avec le temps, qui signe ensemble le nom de progrès. En cela, notre diagnostic pointe l'idée selon laquelle, loin d'être l'acmé de l'anthropos et encore moins son épanouissement antélique, la technique est le principe de sa métamorphose. L'unité vide de la techné prise pour elle-même est la pierre tombale du zéro sacré, le socle granitique croulant du dénouement profane. Le redoublement de ce récit a ouvert éminemment une anthropologie comme trace de la permanence et schizoïde de l'homme dans le mouvement de pendule entre l'animalité et l'idéalité de sa condition toujours impossible à atteindre dans sa plénitude. De plus, cette ontologie de la puissance, portée par la pragmatique de la techné et son accompagnement sémotique de l'anthropos, ouvre justement par le sens le champ du transcendantal qui va inscrire dans le temps et l'espace le sujet anthropos dans l'histoire. Et en cela, il nous semble important de ne pas contrebalancer la masse dominante du réel au travers de la... Il nous semble important de ne pas contrebalancer la masse dominante du réel au travers de la philosophie transcendantale. Néanmoins, à quel tribunal devons-nous faire appel ? À un tribunal plus universel, peut-être à une démarche transcendantale ? Or, la victoire de cette écriture de l'anthropos par le progrès, c'est que la pensée profane, à savoir la raison, interprète l'usage en termes d'utilité. Elle perd ainsi tout sens de la fin absolue, c'est-à-dire la condition transcendantale de la valeur, car le maintien de la texture même du champ transcendantal est l'investissement de la valeur comme point d'origine vers un temps qui l'excède et qui porte le nom de Dieu. En raison de cette attitude dominante, systématisée pour la première fois par Kant dans la détermination des idées théologiques comme postulat de la raison pratique, la matière a continué à être implicitement conçue comme ens creatum, distinguée d'un être créatif qui est déterminé, lui, comme une spontanéité extrinsèque. Ainsi, le problème que cela pose est comment l'évolution vers la puissance d'anthropos a radicalement transformé non seulement un rapport au monde par la soumission de la raison au champ transcendantal et d'un zéro absent qui porte le nom de Dieu. Cette obsession du rien, qui fait tourner l'ensemble à la fois de la volonté et de la puissance dans un cyclone sans nom, réduisant son obsession à la fois l'incapacité et le paradoxe, renvoie à ce que Baudelaire disait dans Fusée, ciel tragique, épithète d'un ordre abstrait appliqué à un être matériel, l'homme boit la lumière avec l'atmosphère. Baudelaire qui dit ça pour se consoler d'être les orphelins d'une absence et de pouvoir, via la narration de l'Apocalypse, trouver à la fois le moyen de combler sa culpabilité, mais aussi de confirmer l'idole dans son trône vide d'éther. Dieu est un scandale qui rapporte. Baudelaire.